Bienvenue sur cette deuxième saison de Jeux de puissance. Elle a fini abruptement la première saison avec l'inondation qui a fait couler bien des business, dont RDS, Radio-Canada, mais aussi mon sous-sol. Et c'est pourquoi on recommence et on n'est plus dans les mêmes formats qu'avant. Pour YouTube, vous voyez qu'on est sur un format vidéo. Vous n'avez pas eu la première saison YouTube, désolé, c'était à vous d'aller sur Spotify. Mais là, vous avez un format vidéo. Je rappelle cependant que pour ce format vidéo-là, j'enregistre une émission de type podcast, une émission de type radio. Donc, il n'y aura pas d'effet spécial dans les vidéos. C'est juste pour rendre ça plus intéressant que juste voir le logo du podcast avec du son par-dessus. Aujourd'hui, on va parler de Lane Hutson. On va parler des Canadiens de Montréal, de tout ce qui se passe avec le tricolore. On va parler de la victoire de Montréal et on va finir tout ça avec le CF Montréal. Un petit épisode juste pour partir cette saison-là. Bonne émission. Les Canadiens de Montréal. Les pré-saisons sont maintenant commencées. Les Canadiens ont joué 3 matchs. Ont joué contre les Devils, ont joué contre... la deuxième équipe m'échappe. Mais ils ont joué contre les Maple Leafs aussi. Mais en tout cas, ils ont joué plusieurs matchs préparatoires et on a pu voir les jeunes défenseurs des Canadiens montrer leur savoir-faire au grand club qui est le tricolore. On a vu entre autres Lane Hutson. J'ai eu la chance de pouvoir aller au match des recrues, à un des 2 matchs des recrues. Lane Hutson évoluait. Et dès ce match-là, je peux vous dire que j'étais convaincu, et je le suis encore davantage, qu'il fera partie de l'équipe première des Canadiens. On peut parler un peu de Logan Mailloux aussi. Logan Mailloux qui a eu une saison extraordinaire avec le Rocket de Laval l'année dernière. Cette année, va probablement faire le 7e défenseur, va aller jouer à Laval quelques matchs, va revenir à Montréal. Oh! J'ai accroché le micro! Haha! Ok, mais... il va aller jouer quelques matchs à Laval probablement, va revenir à Montréal pour jouer certains matchs également. Ça va être un défenseur qu'on va devoir faire progresser tranquillement, mais là je vois que l'état-major du Canadien a essayé de le faire jouer 2 matchs en 2 soirs pour justement lui donner un rythme de Ligue nationale, voir s'il est capable de répondre aux attentes. Pour l'instant, j'ai l'impression que Logan Mailloux va falloir être patient en son cas. Parce que c'est un défenseur qui n'est pas du même style que Lane Hutson. Lane Hutson, s'il fait une erreur en défensive, c'est pas grave parce que tout ce qu'il t'apporte en attaque, c'est incroyable. Il danse sur la glace, il fait de la magie. Il va sortir un lapin de son chapeau à tous les matchs. Donc, qu'il fasse quelques erreurs en défensive, c'est pas trop grave pour Lane Hutson. Pour Logan Mailloux, c'est différent. Il peut apporter son soutien à l'attaque, mais c'est pas Lane Hutson, c'est pas un magicien, c'est un défenseur complet et on doit y apprendre justement à être complet pour pas qu'on le pointe du doigt à chaque match. David Rennbacher, lui, ça va être un peu la même chose. Est-ce que c'est David Rennbacher ou Rennbacher? Regarde, on va juste l'appeler Rennbacher parce que c'est comme ça que Pierre Houd l'appelle. Et David Rennbacher, lui, ça va être très important qu'il l'ait joué à Laval parce qu'il n'est clairement pas prêt pour la Ligue nationale de hockey. Il lui manque beaucoup de millages à faire. Il a joué en Suisse l'an dernier où il a évolué avec des joueurs pros, des joueurs matures, des anciens joueurs de la Ligue nationale, entre autres. Et ça l'a aidé dans son développement, mais en même temps, dans le club où il évoluait l'an dernier, c'était très compliqué, des très mauvaises performances. Il a eu 3 coachs en une seule saison. Ça n'allait pas là-bas. Donc, arrivé à Laval l'an dernier, ça l'a vraiment aidé. Il a fait 5 points en 11 matchs pour un défenseur, ce qui est excellent. Et là, dans son cas, ça va être vraiment de prendre son temps et prendre encore plus de temps que Logan Mailloux. Et je suis un peu écœuré d'entendre les comparaisons. Les Canadiens au 5e rang auraient pu repêcher un certain Matvei Michkov. Oui, 100%. Les Canadiens auraient pu le repêcher, ce jeune joueur russe-là. On en a eu un autre l'année suivante qui est Ivan Demidov, donc on a remplacé un mal pour un bien. Mais pour David Rennbacher, il va pas falloir jouer au jeu de comparaison avec un attaquant de la trempe de Matvei Michkov. C'est pas ça l'objectif ici. On veut vraiment développer Rennbacher pour qu'il puisse devenir un défenseur top 4 avec les Canadiens. Michkov va être un grand joueur, c'est sûr. Il faut arrêter de comparer les deux. C'est pas la même position, c'est pas le même type de joueur. Et ils n'ont pas les mêmes attentes, même pas les mêmes objectifs dans leurs organisations respectives. On va parler aussi un peu du Rocket de Laval. Moi, je fais juste un petit survol un peu présentement dans l'univers des Canadiens. On est juste en match préparatoire. Là, je ne vais pas faire une analyse complète de la saison. Mais à quoi s'attendre du Rocket de Laval? Beaucoup
beaucoup de jeunes joueurs vont intégrer l'équipe du Rocket de Laval. Je pense au petit Jacky, je pense à Owen Beck, je pense à Philippe Méchard qui a déjà intégré le Rocket de Laval. Mais beaucoup de jeunes joueurs de 20 ans, Reinbacker justement, probablement Logan Mailloux aussi. On peut voir Struble à Laval aussi, même s'il a joué à Montréal l'an dernier. Il y aura beaucoup de jeunes joueurs qui vont jouer leur première année professionnelle avec le Rocket de Laval cette année. Et pas beaucoup de vétérans. Et ça, c'est un peu inhabituel pour le Rocket de Laval parce que pendant plusieurs années, depuis le temps de Joël Bouchard, le Rocket avait beaucoup de vétérans québécois, des joueurs de 26, 27, 28 ans qui arrivaient avec le Rocket pour jouer à la maison, mais c'est pas avec le Canadien, mais ils espéraient peut-être se tailler un poste. Je peux vous nommer des... Gignac, par exemple, a fait ça. Raphaël Harvey-Pinard a fait ça. Il a réussi à intégrer le Canadien de Montréal. Je peux vous parler d'Alex Belzile qui a fait ça aussi avec les Canadiens. Et là, il y a Laurent Dauphin qui revient avec le Rocket après avoir passé une année outre-mer. Donc, pas beaucoup de vétérans avec le Rocket de Laval, mais je trouve que c'est une bonne chose. Je trouve que vraiment on va utiliser le Rocket maintenant pour faire progresser les jeunes, mais ça va être important. Justement, là, on est allé chercher Laurent Dauphin qui revient avec le Rocket. On est allé chercher un gardien vétéran en Connor Hughes. Ces vétérans-là, ce qui vont permettre... puis aussi le grand défenseur de la Ligue américaine, Waterspoon, qui va venir entourer ces jeunes-là en sachant que eux, c'est pas leur job d'aller à Montréal, ça va être la job des jeunes. Donc, les jeunes autour vont essayer de cogner à la porte des Canadiens et ces vétérans-là vont vraiment s'occuper à aider le Rocket à se développer. C'est une très bonne chose de faire de la place aux jeunes et bientôt, ça va être le tour des Canadiens de faire de la place aux jeunes. Oui, ça va être le tour des Canadiens parce que là, on a un Brendan Gallagher qui coûte 6,5 millions de dollars par saison et il lui reste 3 ans. On a un Josh Anderson qui coûte 5,5 millions de dollars, puis les deux joueurs que je vous parle présentement n'ont pas répondu aux attentes l'an dernier. Dans le cas de Brendan Gallagher, on peut se garder une petite gêne avec tout ce qu'il a réussi à faire pour l'équipe. Il est âgé de 32-33 ans. Avec tout ce qu'il a réussi à faire pour l'équipe dans toute sa carrière, on peut lui donner un break. Regarde, finis ta carrière à Montréal. S'il se blesse cette année, ça risque d'être la fin de sa carrière. On va juste espérer qu'on a un Brendan Gallagher en santé qui accepte son rôle sur un quatrième trio malgré les 6,5 millions qu'il va acquérir cette année. Pour Josh Anderson, c'est une autre histoire, là. Le gars n'a même pas 30 ans. Il est payé 5,5 millions. Il est payé pour la mettre dedans, comme on dit. Il a fait 28 points l'an dernier. Il y a des défenseurs de l'équipe qui ont fait plus de points que lui. Ça ne fonctionne pas pour Josh Anderson. Et là, j'espère qu'on va lui donner une chance et non le mettre sur un quatrième trio en disant regarde, on a perdu patience avec Josh Anderson. C'est un joueur que j'apprécie beaucoup parce qu'on voit qu'il essaye. À chaque match, il s'acharne, il essaye, il fonce au filet, il essaye de marquer, mais il manque d'opportunisme. Ça ne fonctionne pas. Il va tirer, ça va toucher le poteau 3-4 fois dans un match, ça ne rentrera pas. Mais il essaye, il travaille. Et je préfère largement voir un joueur qui essaye que de voir un joueur qui s'en fout. Un genre de Joel Armia il y a 2 ans. Parce que Joel Armia l'an dernier, ça a été quelque chose. Il a dû aller avec le Rocket de Laval pour se refaire, frapper son ego un peu, puis revenir dans la Ligue nationale. Il a fait la meilleure saison de sa carrière en termes de buts par la suite. 17 buts pour Joel Armia l'an dernier. Donc, beaucoup de choses à surveiller avec les Canadiens. Puis là, je m'en vais dans tous les sens, là. Mais pour les Canadiens, ce qui va être important, c'est de rester dans le portrait des séries le plus longtemps possible. L'an dernier, au mois de mars, on savait que les Canadiens étaient out. On le savait, c'était fini. Là, l'objectif, ça va pas être de faire les séries. Si on les fait, tant mieux. Wow, bravo, ça va être une belle expérience pour tous les jeunes joueurs de l'équipe. Si on les fait pas, je veux qu'au moins on soit 9e, 10e, puis qu'on soit à 2-3 points des séries jusqu'à la fin. Puis que le dernier match de la saison, là, on soit « Hey, si les Canadiens gagnent, ça se peut qu'ils fassent les séries. » Ça serait malade. Ça serait l'objectif principal. Et je pense que c'est ce que Kent Hughes et Jeff Gorton veulent dire quand ils disent « On veut être dans le mix ». C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire on veut être dans le portrait des séries le plus longtemps possible, que chaque match compte, que ça soit pas démotivant pour les joueurs de se rendre au Centre Bell et dire ouais, qu'on gagne ou qu'on perd à soir, ça change absolument rien, on va jouer au golf dans 2 semaines. Non. Ce qu'on veut, c'est on va au Centre Bell, on se bat chaque soir, on espère monter au classement et peut-être voler une place en série. C'est ça l'objectif des Canadiens cette saison.
Pour conclure sur les Canadiens, ils jouent ce soir contre les Maple Leafs de Toronto. Et maintenant, on va parler de la victoire de Montréal. La victoire. Bon, j'ai eu beaucoup d'échanges avec beaucoup de personnes à propos de ce sujet-là. Comment on va dire que l'équipe de Montréal a perdu? Est-ce qu'on va dire la défaite de la victoire? Est-ce qu'on va dire la victoire de la victoire? Ben non, là, regarde, on va pas se casser la tête avec ça. Le nom, il est choisi. Est-ce que c'est le meilleur nom? Non. C'est pas le meilleur nom pour une équipe à Montréal, mais il faut comprendre le processus derrière tout ça. C'est Daniel Sauvageau qui l'a mentionné à un journaliste de RDS. Je ne vais pas voler comme si c'était ma source, t'sais. Mais d'après ce qu'elle a dit, c'est que c'est à Toronto qu'il décide les noms de toutes les équipes dans la LPHF. Et pourquoi? Parce que c'est une nouvelle ligue, hein? Il y a 6 équipes et il ne faut pas manquer son coup. Fait que si on donne la chance à chaque propriétaire de choisir le nom de son équipe, ça se peut qu'il y ait un nom qui passe totalement dans le beurre et ça va faire peut-être écrouler ça m'étonnerait que ce soit à ce point-là, mais écrouler la ligue pour un nom, ça m'étonnerait, mais c'est ce qu'ils ne voulaient pas. Ils voulaient qu'il y ait un projet marketing qui part de la ligue. Donc, ils ont demandé des renseignements à toutes les villes sur l'histoire de leur ville, le rapport au hockey et tout ça. Et Daniel Sauvageau, elle a dit que dans les meetings, ce qui ressortait le plus, c'est qu'on voulait un nom que, peu importe si c'est des journalistes anglophones ou francophones, le nom soit en français. On ne veut pas que ce soit comme les Canadiens où on dit The Montreal Canadiens, c'est rendu les Canadiens mais en anglais. On veut que ce soit un nom en français qui, même en anglais, ça va rester un nom en français. Donc, juste pour faire struggle un peu les journalistes anglais en disant « la victoire », OK? Fait que c'était l'objectif, mais c'était peut-être pas la victoire qu'on espérait avoir comme nom pour l'équipe de Montréal. Sauf qu'ils ont mentionné que Montréal, et c'est totalement vrai, est la ville la plus lucrative en termes de succès au hockey. Les Canadiens ont 24 Coupes Stanley, ce qui sera, quant à moi, pas battu avant une cinquantaine d'années. Et peut-être d'ici 50 ans, les Canadiens vont avoir rajouté des Coupes Stanley sur les 24. Donc, c'est la ville avec la plus grande histoire sur le hockey. Les Canadiens ont commencé à exister avant la Ligue nationale de hockey. La Ligue nationale a commencé en 1917, les Canadiens en 1909. Donc, les Canadiens de Montréal ont une grande histoire. Et le fait que les Canadiens de Montréal ont une grande histoire, c'est aussi que le peuple montréalais a une partie de cette histoire-là inculquée en eux, imprégnée en eux. Donc, le hockey, c'est pas un sport, c'est une religion au Québec, c'est une religion à Montréal. Et la raison pour laquelle c'est une religion à Montréal, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de victoires à travers ces années de succès des Canadiens et de peu importe les équipes de hockey dans la région du Québec. C'est devenu une religion en cause des gains, à cause des victoires, à cause des trophées. Donc, pour eux, on va pas les appeler les winners, on va les appeler la victoire. Ce qui est un choix assez perplexe parce que là, ça donne un objectif aux joueurs qui se jouent pour ce maillot-là. Tu ne peux pas perdre avec la victoire. Tu ne peux pas. Et déjà, là, juste dire cette phrase-là, ça fait pas de sens, mais justement, tu ne peux plus perdre. Tu ne peux pas te permettre de ne pas faire les séries. Tu ne peux pas te permettre de perdre en première ronde des séries. Il faut que tu sois conquérante. Il faut que tu sois symbolique de la victoire. Donc, c'est un nom qui vient avec beaucoup de pression. Est-ce que ça se peut qu'un jour, il y ait une reconstruction de la victoire? Ça veut-tu dire qu'on va devoir changer le nom pour la défaite, tu sais? Fait que il va y avoir quelque chose à réfléchir dans tout ça, parce que le fait de se nommer la victoire, c'est se mettre beaucoup de pression dès le départ. Dès le début de la saison, tu vas devoir gagner. Jusqu'à la fin, tu vas devoir gagner puis soulever le trophée. C'est beaucoup de pression pour les joueurs en tant que tel. Et peut-être que c'est une bonne chose. Peut-être que ces joueurs-là vont se nourrir de cette pression-là. Donc, pour moi, le nom, je l'aime de ce niveau-là, mais du niveau marketing, je pense qu'il y avait peut-être mieux à faire. Mais le logo est malade. J'adore le logo de la Victoire de Montréal. C'est un très, très beau logo. On a gardé le bleu, blanc, rouge. Pas les mêmes teints, mais c'est un logo impeccable pour un club de hockey. On a vu ce qu'il y a eu ailleurs dans la LPHF. Je pense que Montréal s'en est très bien tiré pour le logo. Et tous les matchs de la Victoire auront lieu à la Place Belle. Donc, 10 000 partisans
pratiquement à chaque match. Des fois, ça va être un peu moins. Les jours de semaine, c'est toujours moins populaire. Oups, j'ai gâté ma barbe, pardon. Mais les jours de semaine, même au Centre Bell, il y a moins de gens dans l'aréna. Ça va être la même chose à la Place Bell. Ça va tourner en moyenne à 8000 personnes par match, ce qui est beaucoup plus que l'auditorium de Verdun. Donc un peu plus d'argent dans les poches de l'équipe. C'est des billets pas trop chers également, donc abordables. Puis ça peut faire rêver les petites filles, puis c'est ça mon dernier point pour tout ça. Les gens qui disent le hockey féminin, c'est pas comme le hockey masculin, vous avez totalement raison. C'est pas le même style de jeu. Ça veut pas dire qu'ils sont moins bonnes ou moins bons d'un bord ou de l'autre. C'est juste que le hockey féminin est plus rapide et plus les joueurs se patinent beaucoup plus vite juste parce qu'ils sont plus petites. Ils sont 5 pieds 2, 5 pieds 3, 5 pieds 4, tu sais. Ça patine, là, ces filles-là. Et dans la Ligue nationale, ben, tu as des gros colosses de 6 pieds 5. C'est sûr qu'il ne va pas rattraper la petite fille à 5 pieds 2. Elle est bien plus fort, elle est bien plus rapide. Par contre, les hommes sont plus forts parce qu'ils sont plus gros, tout simplement. Plus lourds. Alors, c'est un style plus rapide, la LPHF. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a peut-être certaines joueuses qui manquent certains jeux parce que c'est beaucoup trop vite. C'est très vite. Et dans la Ligue nationale, ben, il y en a qui en profitent de cette lenteur-là dans le hockey masculin parce que je pense à Connor McDavid, lui il patine comme si c'était un couteau dans du beurre. Il n'y a pas besoin de... Il pourrait jouer avec le hockey féminin puis ça serait peut-être un peu plus compliqué pour lui là, de patiner aussi vite parce qu'il y a des joueurs qui patinent extrêmement vite. Tout ça pour dire que le hockey est plus rapide chez le hockey féminin. Ça ne veut pas dire qu'il est moins bon, au contraire, c'est beaucoup plus excitant. J'ai assisté à plusieurs matchs la saison dernière et c'est vraiment excitant ce rendre-là. Vive l'ambiance, une ambiance du même style que voir le Rocket ou voir les Canadiens de Montréal, mais c'est pour les jeunes filles, c'est pour faire rêver vos enfants plus tard. Si vous avez un gars, il voit les Canadiens, c'est facile pour lui rêver de venir rejoindre les Canadiens. Là, si vous avez une fille puis elle rêve de devenir une joueuse, il y a une possibilité, il y a une débouchée. Vous allez pouvoir être payé pour faire votre sport, ce qui n'était pas une possibilité avant. On les voyait juste aux 4 ans aux Olympiques. Donc, je l'ai dit l'année dernière, puis je le répète cette année, c'est une cause, c'est pas juste assister à un match, c'est soutenir une cause, assister à ces matchs-là. Donc, allez-y, les billets sont pas chers, et je vous encourage fortement à y aller. La Place Bell, c'est une ambiance exceptionnelle, peu importe le match qu'il y a au sein de l'aréna. On va finir l'émission en parlant du CF Montréal. Pourquoi je veux parler du CF Montréal? Parce que je veux pas juste parler de hockey dans l'émission, et aussi parce que le CF Montréal est dans une situation un peu... étrange. On a eu des hauts et des bas toute la saison, des grosses montagnes russes, des signatures, des départs. On a chialé après le dirigeant, après le propriétaire, Joey Saputo, qui a l'air de délaisser son équipe totalement. Mais reste que le CF Montréal est à 2 points des séries, hein, à l'heure où on se parle. Et il joue ce soir contre le Fire de Chicago, qui sont 14e sur 15 dans l'Est. C'est un match piège, parce que là, on se dit, ouais, ils sont 14e dans l'Est. Ouais, mais le CF Montréal est 10e dans l'Est. Fait qu'il y a un petit quelque chose à voir dans tout ça. C'est un match piège. Il ne faut pas se dire que c'est une cible facile qu'on peut écraser. Au contraire, il va falloir sortir les gants, là, mais ça va être les crampons, là, les mettre bien profond dans ses souliers, puis y aller fort pour gagner ces 3 points-là. À 2 points. Fait qu'une victoire ce soir, avec une défaite de l'équipe juste devant le CF Montréal, ça montrait le CF Montréal en série techniquement. Il reste encore 4 matchs à jouer durant la saison, mais c'est ce soir que ça se passe et c'est une cible beaucoup plus simple à battre. Je ne veux pas rentrer dans le match piège justement, mais il faut battre le Fire de Chicago pour espérer en série pour le CF Montréal. C'est une équipe qui a beaucoup de difficulté à garder ses partisans parce que là, écoute, c'est la débandade avec le CF Montréal. Tous les joueurs qui jouent bien dans ce club-là finissent par aller jouer en Europe, ce qui est normal parce que c'est le rêve de tout joueur. Comme au hockey, les joueurs veulent jouer en Amérique dans la Ligue nationale. Au soccer, c'est autre chose. On va aller jouer en Europe pour les grands clubs européens, espérer faire les grandes compétitions européennes, ce qui est totalement normal. Et j'ai une pensée là-dedans à Mathieu Chouanière qui a quitté pour la Suisse pour aller jouer avec la première ligue élite suisse. Et justement, ça fait mal là, parce que c'est un gars qui a été formé à l'académie du CF Montréal, qui a évolué là. Dans le temps, c'était l'Impact. Et il est parti cette année alors que c'était rendu notre meilleur joueur. Il a été dans le match des étoiles à la MLS cette année. Donc là, il est parti. Et ça nous fait remettre en question beaucoup de choses. Parce que comment on peut espérer avoir un club gagnant
si on l'utilise comme un club école, si on l'utilise comme vraiment, on va faire progresser des joueurs, les vendre à l'étranger, puis nous, on va prendre des joueurs qui n'ont aucune chance d'aller à l'étranger, puis on va bâtir une équipe avec ça. C'est pas comme ça que tu vas gagner. Je pense à des clubs qui investissent dans leur équipe, même si c'est des pertes. Ça n'est clairement pas des pertes parce que ça attire beaucoup, beaucoup de partisans, mais je pense à l'Inter Miami. Ils ont mis de l'argent sur Lionel Messi, sur Luis Suarez, sur Jordi Alba, puis Sergio Busquets, 4 anciens FC barcelonais. Et ils ont joué ensemble à Barcelone, ils viennent finir leur carrière ensemble à Miami. C'est une belle histoire et c'est à cause de ça que tous les billets se sont vendus en MLS. C'est l'effet Messi cette année. Donc pour moi, ma grande question, c'est l'année prochaine, qu'est-ce qui va se passer avec le CF Montréal? Il n'y a pas de grosse arrivée, là. On a eu Olivier Giroud avec le LAFC, mais c'est pas lui qui va faire vendre les billets à Montréal. Lionel Messi, c'était totalement normal, c'est l'effet Messi. L'année prochaine, qu'est-ce que le CF Montréal a à offrir à leurs partisans? Est-ce qu'on veut gagner? Est-ce qu'on veut continuer de vendre des jeunes joueurs à l'étranger pour se remplir les poches pour M. Saputo puisse réinvestir dans le FC Bologne? Qu'est-ce qu'on veut faire à Montréal? Quel est le plan? Il n'y en a pas de plan. On ne le voit pas, le plan. En début de saison, on a parlé d'un plan, puis le monsieur qui a parlé de ce plan-là, M. Olivier Renard, a quitté le navire. Il est où le plan du CF Montréal? J'aimerais ça l'entendre, j'aimerais ça un journaliste le demande pour de vrai. C'est quoi votre plan? Et tournez pas autour du pont en disant « Ben là, on espère faire les séries. » Non, c'est quoi le plan long terme? C'est quoi que vous voulez faire l'année prochaine? C'est quoi votre but dans 2-3 ans? Est-ce qu'on bâtit l'équipe là avec des jeunes pour gagner dans 3 ans? Dites-moi pas ça, vous les vendez ces jeunes-là. Qu'est-ce qui se passe avec le CF Montréal? En 10 ans, le CF Montréal a passé 8 coachs. 8 coachs en 10 ans. Ça en dit long. Je vais m'arrêter là-dessus. Fait qu'on va conclure l'émission comme ça. Qu'est-ce que j'aimerais vous dire d'autre? La semaine prochaine, ça se peut que j'ai du monde, ça se peut que j'en ai pas, je sais pas encore. C'est tout nouveau, là. On est en studio et je vous dis à la semaine prochaine, tout le monde. On va parler de d'autres sujets sportifs. Manquez pas les matchs du Canadien et du CF Montréal ce soir.